Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Édouard Tétrault. Bonjour Édouard. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, essayiste et conseiller de dirigeant d'entreprise. Vous qui avez soutenu Emmanuel Macron, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu sur l'aspect, on va dire, budgétaire? Le tour de vis budgétaire s'annonce moindre en tout cas que prévu, moins d'économies à la clé. D'après l'AFP, on serait sur 16 milliards d'euros sur 2018. Et non pas 20 milliards d'euros comme ce qu'avait annoncé le Premier ministre en juillet. Moins de postes de fonctionnaires supprimés. Vous avez vu, on est sur 1600 pour ne pas effrayer les fonctionnaires qui vont faire grève le 10 octobre, alors qu'il y a un objectif de 50 000 sur 5 ans dans la fonction publique d'État. 50 000 divisé par 5, ça fait 10 000 par an. 1600, le compte n'y est pas. Les ambitions n'ont pas été un peu rabotées. On parlera après des baisses d'impôts sur l'aspect économie de la dépense publique. Est-ce que le gouvernement recule selon vous? Est-ce que le gouvernement d'Édouard Philippe recule et est-ce que le ministre Darmanin recule par rapport aux engagements mais c'est validé en plus haut lieu, c'est validé en plus haut lieu de la République? Bon, plusieurs choses. D'abord, à chaque jour suffit sa peine et à chaque année suffit sa peine aussi. Là, la priorité quand même de l'exécutif, ça a été les ordonnances pour transformer le marché du travail. Vous avez vu qu'elles sont en train de passer. On ne va pas être injurieux, ce n'est pas comme une lettre à la poste, mais on voit bien que l'opinion publique et même tous les syndicats, à l'exception d'un seul qui est aujourd'hui marginalisé, la CGT, sont mais vous m'emmenez sur autre chose, cher Édouard. Non, je suis en train de vous redire quelle a été la priorité de l'action du gouvernement. Ce n'est pas prioritaire de financer des baisses d'impôts par des économies sur la dépense publique? La priorité ça a changé. La priorité de l'action. Brainwashé. La priorité de l'action du gouvernement, ça a été de déverrouiller le marché du travail et le droit du travail. Or, comme je dis, on va revenir sur le budget, c'est le signal le plus important à envoyer aux entreprises et à nos partenaires européens, notamment l'Allemagne, savoir si la France est vraiment sérieuse dans l'exercice de ces réformes structurelles. Que les autres ont faites. J'étais ce matin avec le dirigeant de la filiale française d'une grande banque américaine avec beaucoup de monde à Londres. Et il me disait, c'est très simple, nous sommes obligés d'aller sur le continent américain parce que le Brexit va être un hard Brexit. Il n'y a que 2 villes qui peuvent accueillir mes banquiers. Francfort ou Paris. Francfort ou Paris. Personne, à titre personnel, ne veut aller à Francfort parce que c'est tout simplement invivable, loin. Enfin, pour la qualité de vie, c'est ça? La qualité de vie, on est à la périphérie de tout. Paris est très proche de Londres grâce au TGV, à l'Eurostar. Donc Paris, la région Île-de-France et la France vont être grands bénéficiaires. Et maintenant que les ordonnances pour le marché du travail sont au rendez-vous, nous sommes confortables, nous y allons. Donc la priorité, elle était là. Après, bouclons le sujet, avec quelle contrepartie pour les salariés? Finalement, on se dit qu'on a rééquilibré la relation employeur-employé, mais ce qui était donné aux salariés, finalement, c'est la portion congrue. Non, d'abord, qu'est-ce qu'on mais au nom de l'emploi, au nom justement de la libération du marché du travail, peut-être plus de CDI, peut-être plus d'embauches, c'est le pari. Qu'est-ce qu'on vient de déverrouiller? En fait, on vient plutôt de tuer, de casser la peur légitime qu'avaient les employeurs à recruter en France parce que il était très difficile de licencier, voilà. On a flexibilisé le marché du travail. Nous allons voir, je pense, dans les trimestres à venir, ça va pas prendre beaucoup de temps, à quel point cela a débloqué l'embauche, notamment Il y a des économistes qui disent que plus c'est facile de licencier, plus à court terme, il pourrait y avoir plus de licenciements, même si dans un second temps, il pourrait y avoir des effets bénéfiques puisque les gens pourraient embaucher plus facilement. Écoutez, tout ce qu'on a vu dans les pays qui aujourd'hui sont les 3 pays que je vais citer, taux moyen de chômage 5%, Grande-Bretagne, États-Unis, Allemagne, c'est vraiment l'inverse. C'est vrai, sauf et Canada, au tout début, l'Allemagne au tout début, quand il libéralise avec les lois Hartz IV début 2000, le chômage augmente, puisque la conjoncture mondiale n'est pas la même aussi. Oui, enfin, ça n'a pas duré très longtemps. Ils étaient à 11% de taux de chômage. Aujourd'hui, ils sont à 5%. Je parlais des effets de court terme au tout début où ça a été lancé. Donc, on revient au sujet aussi sur les questions budgétaires. Vous n'êtes pas un peu déçu, voilà, la barre a été placée trop haut en matière d'économie, parce qu'il faut bien financer les baisses d'impôts. On parlera après des baisses d'impôts. Si, bien sûr que c'est décevant. Après, je pense qu'il y a aussi une... Donc, c'est décevant, c'est de ne pas avoir...
il y a une séquence dans les baisses budgétaires à respecter. Je pense que nous aurons des baisses de dépenses excessives beaucoup plus fortes dans les années qui viennent, 2019-2020. Là, c'est vrai qu'il y a, il faut le reconnaître. Encore une fois, c'est l'avenir. Je veux dire, après, je pense que c'est important aussi on nous dit 20, on a 16. D'avoir un timing. Nous n'avons pas, le pays n'a pas voté pour le remède de cheval de François Fillon, dont acte. Remède qui pouvait avoir aussi deux inconvénients. Un risque de déflation, et deux, effectivement, moi je préfère qu'il y ait un peu de déception là-dessus, mais quitte à ce que l'on continue d'augmenter le budget de la défense, les budgets prioritaires qui sont ceux de la défense, de l'intérieur. La plupart d'ailleurs des budgets des ministères augmentent. J'ai du mal à comprendre d'ailleurs. Non, mais la police ça augmente, la défense ça augmente, l'éducation ça augmente. L'éducation. Voilà, enfin, c'est quand même les plus gros postes, pardon. C'est pas où je veux la prendre. Après, je ne suis pas sûr que l'on veuille baisser la garde de notre effort en termes de défense et d'intérieur. Et l'éducation, nous avons enfin un ministre avec une grille de lecture et en fait nous retrouvons un petit peu l'école, l'éducation nationale telle que nous la souhaitions, c'est-à-dire méritocratique et je pense qu'on peut à nouveau réinvestir ce qui a été jusque-là un tonneau des Danaïdes. Bon, en même temps on se dit qu'il y a de la tactique aussi, si Emmanuel Macron baisse un peu la garde ou lâche du lest plutôt sur les questions budgétaires, c'est parce qu'il a compris que les fonctionnaires n'étaient pas contents. Il y a une journée d'action qui est prévue le 10 octobre prochain et voilà, il faut... C'est la politique à l'ancienne, ça, finalement, envoyer des signaux Non, je ne crois pas. Enfin, d'abord, il y a une baisse du budget. Et 600 postes supprimés dans la fonction publique d'État. Là où il faudrait être sur 10 000 par an pour tenir les objectifs de 50 000. Le compte n'y est pas, attendez, c'est mathématique. On sent, et il faudra que le gouvernement s'explique effectivement là-dessus, il n'y a pas encore d'explicatif qui a été fait, on sent qu'il y a un choix de timing, qui est de réserver le plus dur pour après. Très bien. Plus dur pour après. Les baisses d'impôts, c'est agréable, c'est pour tout de suite, enfin pour 2018. Il y a ce sondage, on en parlait juste avant avec un économiste, petite majorité de Français qui voit la politique d'Emmanuel Macron comme étant destinée, en favorisant les plus aisés. Cet économiste nous disait, Henri Stardignac, que sur 10 milliards d'euros de baisse d'impôts, il y en a 2 tiers qui vont aux riches et 1 tiers qui vont aux autres. Ça appelle une réflexion, une réaction de votre part ? Non, alors d'abord, riche-pauvre, je ne crois pas. En revanche, il y a un vrai débat qui s'installe, qui dit « Ah, c'est scandaleux, les pauvres retraités, ce sont eux qui vont payer le plus de CSG ». Je vais simplement rappeler 2 chiffres, on ne va pas inonder les acteurs de chiffres, mais 2 chiffres. Effectivement, il y a 1 million de seniors pauvres. OK. Simplement, il y a 2 millions de jeunes de moins de 25 ans qui n'ont ni emploi, ni formation, ni projet professionnel, ni diplôme, ni rien. Ce qu'on appelle les NEETs. Le taux de pauvreté des 18-24 ans est 2,5 fois supérieur à celui des plus de 60 ans. Donc oui, il y a une génération qui a été, je ne vais pas dire une génération d'enfants gâtés, mais qui n'a connu ni la guerre, ni la crise, ni le chômage. Et qui doit payer aujourd'hui. Et qui aujourd'hui doit effectivement être davantage mise à contribution parce que la génération sacrifiée, c'est celle des moins de 25 ans. Et je suis très heureux que l'on ait, je pense que même le gouvernement aurait pu aller plus loin dans le rééquilibrage, mais je suis heureux que ces priorités soient enfin mises dans le bon ordre. Est-ce que le risque, et après on passera à la Fed, pour Emmanuel Macron, c'est que sa politique économique passe pour injuste? On baisse l'impôt sur la fortune et en même temps on demande des efforts aux salariés en flexibilisant et en même temps on baisse les APL, etc. etc. C'est pas le risque aujourd'hui pour lui, ça? Vous l'avez identifié? Écoutez, faut savoir ce que l'on veut. L'ISF, comment dire? Soit on veut faire revenir les talents, l'argent, le capital en France, et on s'en donne les moyens. On sait qu'ils vont revenir. Ceux qui vivent en Suisse, en Belgique, ils vont revenir en France. En tout cas, les banquiers de Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, qui sont aujourd'hui à Londres, qui demain ne pourront plus avoir de job à Londres grâce au Brexit, ils voient très clairement ce qui est en train de se passer en France. Et ils voient effectivement que nous avons un pays qui, enfin, va cesser de tabasser le capital qui veut s'investir dans les entreprises. Moi, je signe et je resigne. Il faut savoir ce que l'on veut. On peut aussi, le modèle alternatif, il est connu, c'est le Venezuela. C'est-à-dire, vous avez une manne, une richesse extraordinaire. On peut faire du Mélenchon.
Mais il faut savoir ce qui arrive au bout de cette promesse-là. Moi, je préfère qu'on ait un pays qui s'enrichisse et qu'on ne soit pas Cuba sans le soleil, selon la formule. Exactement, en rapatriant les capitaux, les talents, en étant un magnet, un aimant pour les capitaux et les talents, plutôt que le Venezuela ou un pays de rente. Continuer de taxer l'immobilier, ni plus ni moins qu'hier, je trouve que c'est une taxe assez juste et raisonnable. Bon, il nous reste quelques instants, Édouard Tétrault, pour parler de la Fed qui se réunit aujourd'hui pendant 48 heures. Est-ce que ce n'est pas une réunion pour rien parce qu'elle va annoncer qu'elle ne bougera pas ses taux d'intérêt, elle va annoncer qu'elle va réduire la taille de son bilan qui est gigantesque parce qu'elle a acheté pour sauver le monde des tonnes de bons du trésor ou d'actifs adossés à des titres hypothécaires. Est-ce que ce n'est pas une réunion pour rien où on va regarder effectivement la conférence de presse, les dots, pardon, c'est un peu technique, mais les dots, c'est les estimations par chacun des membres du board de la Fed des hausses de taux à venir. C'est ça, on est vraiment dans l'exégèse là? Écoutez, c'est très signifiant votre question. J'ai envie de vous répondre oui. Je vous réponds un peu autrement. Ce qui est très signifiant, c'est de voir donc oui, une réunion pour rien. Au fond, les réunions de la Fed deviennent tellement programmées, attendues, qu'on n'en attend plus grand-chose. En revanche, ceux qui font c'est pas mieux pour les marchés. C'est pas mieux pour les marchés. Ceux qui font davantage l'actualité pour les marchés, c'est la BCE, et deux, mais avec l'opacité qui est la sienne, ce qui se passe en Chine, les décisions de la Banque centrale chinoise, la possibilité de la convertibilité à un moment ou à un autre de yuan, le risque de crise, il est davantage là qu'aux États-Unis. Elle est trop prévisible, la Fed, à vous écouter? On est loin de la formule d'Alan Greenspan. Oui. Si vous m'avez compris. C'est que je n'ai pas été assez clair. Absolument. C'est que je me suis mal exprimé. Absolument. Mais effectivement, c'est très intéressant ce que vous soulignez. Au fond, pour les marchés, c'est mieux quand même de la prévisibilité. Risque d'être un non-événement. Les vrais malheurs, les vraies surprises arrivent là où on ne les attend pas. Et moi, je serais davantage intéressé à ce qui est en train de se passer en Chine, où le surendettement des institutions d'État et de l'économie. On en parle depuis longtemps. On en parle depuis longtemps. Le FMI a tiré la sonnette d'alarme. C'est un sujet, ça. Regardez le marché haussier que nous avons sur les marchés. On en parle de moins en moins de la Chine. Oui, on fait comme si au fond le problème était traité. Or, il est toujours là. Bon, ils n'ont pas les moyens, on finit là-dessus, mais Pékin a des moyens. Ils ont un déficit public qui n'est pas démentiel. Ils ont, voilà, non? Ils peuvent tenir encore je ne crois pas. Nous sommes à 250% de dette publique sur PIB, de vraie dette publique sur PIB, en intégrant les state-owned enterprises. Et c'est une entreprise d'État. Si la Chine est l'Amérique du XXIe siècle, elle n'a toujours pas eu sa crise de 29. Et c'est vraiment ça. Je suis très étonné de la cécité des marchés sur le risque chinois aujourd'hui. Et pourquoi cette complaisance? Parce que la fête est trop belle. Écoutez, on a 9 ans de bull market, on n'a pas envie que ça se termine. Mais on ne sait pas d'où ça viendra, hein, l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. Absolument. Vous savez, vous, ou la goutte d'eau, etc. On en reparlera d'ici là, vous reviendrez. C'est toujours un grand plaisir. Édouard Tétrault, essayiste et conseiller de dirigeant d'entreprise, était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci David.